Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne So Many Bits. Et tout de suite, c'est le 3e épisode de So Many Boxes. Enfin le 3e So Many Boxes, ça fait plaisir. On en aura de plus en plus, on espère. On va faire en sorte. On fait ce qu'on peut. Déjà, c'est un peu différent cette fois. Oui, c'est un peu différent parce que tu nous as fait un joli petit reportage. Ouais, on est allé voir Accessi Jeux, l'association qui adapte les jeux pour les malvoyants. Et puis voilà, on va faire des reviews comme d'habitude et on aura un invité, Alexis Anne de Aurora Games, en dernière partie. Et pour commencer, tu vas nous parler un petit peu de ce Wingspan que je vois, il s'est étalé sur la table. Bah oui, pourquoi Wingspan? Parce que c'est un jeu qui date de quelques mois, il est sorti au printemps dernier. C'est tout simplement parce qu'il y a une extension qui est sortie de Wingspan, les oiseaux européens. Enfin. Enfin, oui. Bon, donc Wingspan, juste pour rappeler, c'est un jeu de placement où on va placer des oiseaux dans leurs habitats. Vous avez prairies, forêts, marécages. Ouais. Vous allez pouvoir faire des actions avec des petits cubes en bois. Et plus vous posez d'oiseaux, plus vous pouvez faire des actions sur ces oiseaux. Ouais, ça déclenche des pouvoirs avec les oiseaux. Vous avez des petits œufs, vous pouvez poser, vous avez des objectifs de fin de manche, vous avez des objectifs de fin de partie. Tout cela est très complet. Et du coup, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté plus d'oiseaux, bien sûr. C'est ça. Parce que là, en fait, sur le premier Wingspan, il faut savoir que ce n'était que les oiseaux d'Amérique du Nord. Et là, nous avons les oiseaux d'Europe. Donc, c'est quoi la conséquence? C'est que déjà, ça fait plaisir de poser des oiseaux de chez nous. Voilà, déjà, on peut le dire. Et il y a 81 cartes d'oiseaux en plus, il y en a 170 dans le jeu de base. Donc, c'est quand même la moitié des oiseaux du jeu de base qu'il y a en plus. Donc, ça le renouvelle beaucoup. Ouais, ça le renouvelle beaucoup. Et j'imagine donc qu'il y a de nouvelles mécaniques? Oui, alors il n'y a pas 150 nouvelles mécaniques. Non. Il y a un peu plus d'objectifs de fin de manche, un peu plus d'objectifs de fin de partie, donc ça rajoute un petit peu de piquant. C'est dans les oiseaux en eux-mêmes, en fait, score? Et ouais, alors ça c'est différent. Tu as les objectifs de fin de manche et les objectifs de fin de partie, qui sont des cartes et puis des petits tokens que tu mets. Ça ajoute à la boîte de base. Exactement. Mais vous avez des pouvoirs, un pouvoir supplémentaire sur certains oiseaux. D'accord. Un petit pouvoir bleu. Voilà. Okay. Une nouvelle couleur qui apparaît sur les oiseaux, avec des petits bonus qui apparaissent en fin de manche. Quand vous calculez les effets pour votre fin de manche, il y a certains oiseaux qui changent un peu la donne, puisqu'ils peuvent vous rajouter des points juste avant de calculer le bonus de fin de manche. Voilà. Donc toi, tu y as joué? Ouais, j'ai joué. Alors, en fait, ça ne change pas, il faut être honnête, ça ne change pas un milliard de trucs. Ouais. Mais déjà, il y a plus d'oiseaux. Ouais, mais c'est l'intérêt dans Wingspan, c'est qu'on découvre plein d'espèces, il y a toujours ce petit texte qui nous donne des informations, puis c'est très cohérent au niveau de leur mécanique à chaque fois et de leur manière de vivre. Et les illustrations sont magnifiques. Bah oui. On se croirait dans un bouquin de zoologie, c'est les vieux bouquins comme ça. Ou les cartes qu'on avait quand enfant, j'avais plein de cartes, je collectionnais les cartes. Exactement, ouais. Donc ça c'est très agréable, le petit pouvoir en plus donne un peu de piquant, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de suspense. Et puis, on se dit pourquoi ils n'ont pas rajouté d'oiseaux plus tropicaux, plus exotiques, ce qui aurait été assez logique pour faire du vrai changement, d'avoir des perroquets, des oiseaux de jungle, etc. Donc ça va venir, il y a d'autres extensions qu'ils annoncent. Alors c'est marqué dans les règles que c'est la première extension, donc on se doute bien qu'il va y en avoir d'autres. D'accord. Et pourquoi ils ont choisi les oiseaux européens? Je pense que c'est tout simplement qu'avec les oiseaux européens, on ne change pas les environnements du plateau de base. C'est prairies, forêts, marécages. Ouais. Tandis que les oiseaux un peu plus exotiques, il aurait peut-être fallu rajouter des environnements de jungle, de désert. Mais ça va venir, j'imagine. J'extrapole peut-être un peu, je ne sais pas, c'est peut-être pas ce qui va se faire, mais moi je vois bien dans l'avenir des extensions où tu pourras choisir au début les plateaux, les environnements que tu veux mettre. Ouais. Voilà. Donc ça s'annonce bien tout ça. Tu vois ce que je me dis avec Wingspan, c'est malheureusement, c'est un jeu sur les oiseaux, ça fait super plaisir de voir tous ces oiseaux. Bah ouais. Il faut savoir qu'en Europe, on a perdu 30% de nos oiseaux en 20 ans. Ah mince. Tu vas faire pleurer tout le monde. Ouais, je sais, mais je me dis peut-être que mes petits-enfants, ils retrouveront ma vieille boîte de Wingspan dans mon grenier avec de la poussière. Avec 14 extensions. Et j'espère qu'ils ne vont pas ouvrir la boîte et regarder les cartes en se demandant ce que sont ces drôles de créatures. Ouais, voilà. Non. J'espère. Mais bon.
Voilà. Donc un monde magnifique. Un monde magnifique, ouais, ça fait Justement, une magnifique parfaite transition. It's a Wonderful World, donc le jeu qui a la hype en ce moment. Donc voilà, même sur Facebook, quand on demande à quoi tu joues et qu'ils font des concours comme ça, des statistiques, il arrive toujours premier. Je le vois partout, ouais, apparemment. Bah ouais, non, tout le monde adore un jeu de Ori Games et de la boîte de jeu. Ils l'ont fait ensemble, un jeu de Frédéric Guérard. Donc il remporte un franc succès, tous les backers adorent, tous ceux qui l'achètent, vraiment tout le monde kiffe. Ils envoient même, la boîte de jeu reçoit des messages des autres éditeurs pour les féliciter, ce qui est plutôt classe. Voilà, donc la thématique, elle est plaquée. Donc... Oui, parce que c'est l'inverse de son titre, la thématique du jeu. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, on est dans une dystopie qui n'a rien d'une utopie. Donc on a un monde bipolaire. D'un côté, les financiers qui voient un culte au dieu argent, et puis de l'autre... Ouais, c'est déjà un peu comme ça. Et puis l'armée de l'autre qui veut explorer le cœur de la Terre, l'espace, partout, à coup de renfort de grosses machines. Voilà, donc c'est un jeu de draft, vous le savez. Un jeu de draft, donc on fait tourner notre main, on va choisir 7 cartes au final, on va les collectionner comme ça, une par une. Quand on a nos 7 cartes en main, on va pouvoir faire 2 choses avec. On va pouvoir soit les mettre en chantier, on va les construire, se préparer à les construire, les poser devant nous, ou alors utiliser la carte pour recycler et donc pour gagner une ressource. On va pouvoir commencer à poser. Une fois qu'on a tous fait ça avec nos cartes, on va récolter des ressources dans un certain ordre. Et ces ressources vont nous permettre de construire un moteur. En fait, on doit construire un empire. Et on va ajouter au fur et à mesure des machines, des usines, on va explorer le triangle des Bermudes, le centre de la Terre, que sais-je, et au fur et à mesure récolter de plus en plus de ressources. Donc il y a toute une histoire tu étends ton empire. On étend son empire et il y a toute une histoire d'optimisation de l'ordre dans lequel, parce qu'on récolte les ressources dans un certain ordre. Donc si grâce à la première ressource, les matériaux récoltés, je finis une carte qui me permet de gagner de l'énergie, et bien derrière, tout de suite, je vais pouvoir profiter et produire plus d'énergie. Et en plus, quand on produit plus d'énergie, plus d'une ressource que les autres, on gagne un petit jeton général ou généraux ou financiers qui vont aussi nous permettre de scorer en fin de partie. Ouais. Et justement, le scoring, c'est toute la difficulté du jeu, puisque nos cartes nous permettent d'avoir de plus en plus de ressources, elles vont s'accumuler dans notre empire, mais il va falloir aussi prendre des cartes de scoring pour faire des points en fin de partie, parce que le but, c'est quand même d'avoir le plus de points. Et c'est toute la difficulté, c'est de choisir ces cartes et d'en avoir, parce que sinon, tu ne fais pas de points. Et donc, faire des points dans ce jeu, c'est très difficile, et il y a une grosse courbe d'apprentissage. Ta première partie, tu vas faire une trentaine de points. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, excusez-moi. Mais je sais que tu peux aller facile, à 80 points. Donc, c'est vraiment un jeu malin qui nous oblige à calculer vraiment les ressources qu'on va avoir et tout ça, et à optimiser l'ordre dans lequel on va construire les cartes dans notre empire et les accumuler pour faire de plus en plus de ressources. Donc, on a vraiment, c'est très calculatoire. Et moi, je pense que c'est ce qui me laisse un peu froid. Ah, voilà. Ça t'a pas plu. Mais en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ma première partie, je l'ai faite en solo. Bon, certes, c'était peut-être pas la meilleure config, mais voilà, j'étais de la tête dans les cartes, c'était cool. Tiens, je prends ça, je vais garder ça, je vais scorer avec ça. Et puis la partie s'est terminée et j'ai vu qu'il y avait d'autres gens autour de la table. Ah, c'était pas en solo. Eh ben non, on était 3. Et c'est le problème. Alors, certains aiment ça. Moi, c'est pas mon truc d'être. J'aime bien qu'il y ait plus d'interaction. Alors certes, il y a l'interaction du draft. Je peux retenir cette carte pour qu'il score pas avec. Oui, c'est une petite interaction, ça. C'est une petite interaction et du coup, c'est très agréable. Donc, je l'ai fait à 3, 2 et en solo. Et finalement, c'est un peu la même expérience. Mais tu as envie, voilà, si tu aimes le challenge, tu as envie de scorer de plus en plus, surtout que c'est très compliqué. Enfin, très compliqué. Voilà, ça demande un certain apprentissage pour pouvoir vraiment faire un score haut. Mais voilà, il y a moyen quand même de bien s'amuser. Moi, c'est pas ma cam. Après, il y a des joueurs qui aiment bien être un peu dans leur coin, construire leur truc. Exactement. J'avoue que j'en fais un peu partie. Bah ouais. Voilà, donc c'est agréable à jouer. Moi, ça me fait pas rêver. Il faut aimer les plaisirs solitaires en groupe, si je peux m'exprimer ainsi. C'est assez tendu. Hein. Mais non. Il me semble qu'il y a un autre jeu du même éditeur que tu voulais… Oui, alors de Ori Games uniquement, pas la boîte de jeu cette fois. Donc il localise Cryptid, qui était sorti à SN en 2018 et qui sort donc mi-décembre 2019 en français. Et c'est un super jeu de déduction. Moi, j'adore ça. Cryptid, c'est un rapport avec des bestioles, ça, non? Effectivement, on doit repérer sur une carte, trouver l'emplacement d'une créature mythique. Alors, vous l'inventerez, hein, elle est personnifiée sur la boîte, mais vous avez donc cette carte, donc on a un premier livret qui va nous dire comment former la carte avec différentes petites plaquettes avec des hexagones dessus. Une fois que cette carte formée, on a face à nous un vrai plan avec des prairies, des montagnes, une zone occupée par les ours, on a des petites cabanes abandonnées, des petits tokens comme ça. Et surtout, on va avoir un livret chacun, et dans ce livret, on va avoir une information. Par exemple, je vais savoir que la créature est dans une plaine ou dans une montagne. Toi, tu vas savoir que la créature est à
quelques cases, 2-3 cases du territoire des ours, etc. On a tous une information, et si on croise toutes ces informations, il y a une seule case qui ressort sur le plateau, et donc c'est l'emplacement de la créature. Et le talent, c'est qu'en plus, on ne peut même pas se spoiler, puisque les informations sont réparties dans les livrets. D'accord. Donc on a tous cette info, et tout le jeu, ça va être de trouver l'info de l'autre. D'accord, comment donc ça on marche pose des questions, quoi. Exactement. À mon Ouais. tour, je te pose la question, je te dis, Erwan, est-ce que par rapport à l'indice que tu as, est-ce que la créature peut être ici? Si tu me dis oui, tu poses un cylindre. Si tu me dis non, tu poses un cube. Et moi, je vais devoir en malus en poser un aussi pour réduire les cases. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un cube, c'est une case où il ne sera pas. Où elle ne sera pas. J'imagine qu'il ne faut pas mentir. Non, tu peux pas mentir, bien sûr. C'est au-dessus de la tête, Mais par contre, tu vas faire attention de poser des questions qui vont pas trop révéler sur ton indice. Si tu demandes jamais, si c'est sur une plaine, par exemple, ils vont commencer à se dire que voilà, je sais certainement qu'il est ailleurs que sur une plaine. Ouais. Donc tout ça, ça va être bien poser les questions, bien suivre ce qu'il y a sur le plateau, puisque chaque cylindre ou cube qui a été posé par un joueur, c'est une indication sur son indice. Et à un moment, l'autre action possible, ça va être de deviner où est la créature et de dire, voilà, moi je pense qu'elle est sur cette case. Si tout le monde pose un cylindre, j'ai trouvé, j'ai gagné. D'accord. Et c'est génial parce que voilà, t'es vraiment, quand tu as réussi à dire attends, mais c'est certainement ça, tu poses une question pour être sûr, tiens, c'est clair, lui son indice c'est ça, lui je pense que c'est ça, moi je sais, donc là, cette case-là, mais ça peut être que cette case-là. Et là, tu es trop content. T'es trop content, c'est vraiment. Voilà, moi j'adore. Il faut aimer les jeux de déduction, ça va assez vite. Hein. On va se poser, je sais pas, 5-6 questions chacun. Donc c'est vraiment agréable à jouer. Je me rappelle plus de la profession des chercheurs de. Si, ça existe. Cryptologiste? Oui, c'est ça. Ça existe, cryptologiste? Ça doit être un truc comme ça. Il me semble que c'est un Merci, truc comme ça. voilà, pour vérifier dans le les dictionnaire. commentaires. Voilà, les donc. chercheurs de bestioles qui n'existent pas. Alors surtout, il y a un setup de départ il y a plein de setups différents. Et encore mieux, il y a une version un peu avancée où là, on peut avoir des indices qui sont négatifs. Par exemple, je sais que la créature n'est pas près d'une cabane abandonnée. D'accord. N'est pas à moins de 3 cases d'une cabane. Enfin voilà, donc tu vas avoir des indices négatifs, j'ai envie de dire. Donc là, c'est encore plus compliqué de trouver si son indice c'est il est dans une forêt, une montagne, ou il n'est pas dans une plaine et un désert. D'accord. Voilà, donc là, ça renouvelle le jeu, donc il y a moyen d'en faire vraiment plein. Et c'est vraiment agréable, c'est joli. Voilà, vous les voyez depuis tout à l'heure, les images. Vraiment, je recommande Cryptid, un jeu de déduction qui sort chez Ori Games. Et d'ailleurs, c'est un jeu de Hal Duncan et Russ Vivers, parce que je ne les ai pas cités. Et ben moi aussi, j'ai un jeu avec des beaux visuels, un peu spéciaux. C'est beau. Ouais, c'est vraiment un parti pris esthétique. C'est Christine Alcouf qui a fait ce visuel du Baron Vaudou. C'est un jeu de Yann Dantil qui avait fait Damoclès. Et là, c'est un jeu de dés. Ils sont sur les plateaux, ils sont dans mes mains. Ils sont en bois d'ailleurs. Super, ouais, c'est du bois. Et par contre, c'est un jeu de dés assez particulier puisque tu ne jettes jamais les dés. Il y a 48 dés pourtant. Juste une fois en début de partie. Tu lances les 48 dés et tu les places selon leur couleur sur le plateau. Ça doit être cool de jeter 48 dés. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la thématique, c'est le Baron Samedi. Donc le Baron Samedi, c'est ce monsieur, on vous mettra en post-prod. Oui, le Baron Samedi comme dans Atmosphere. Le vieux jeu sur VHS. Grave, ils disaient bien à qui de jouer? Répondez-moi. Oui, Seigneur des Clés. J'adorais ça, c'était trop bien. Baron Samedi. Et ben voilà, donc c'est Baron Samedi qu'on a un peu ras-le-bol de son boulot et finalement il veut laisser sa place. Et vous avez ces 4 divinités du Loas, donc le monde du vaudou. D'accord. Hein, c'est des divinités vaudou qui vont vouloir prendre sa place. Et donc ça se joue forcément si vous avez suivi jusqu'à 4 joueurs. Ouais. Hein, voilà. Avec 4 divinités. Donc vous avez un plateau qui représente chaque divinité vaudou. Mami Wata, je la connais. Ah oui, bah oui. Et vous allez devoir faire des points. Donc comment on fait des points dans ce jeu? Alors c'est en 2 étapes. D'abord, vous avez la première étape, c'est le plateau avec les dés. Alors là, ça se rapproche un peu du jeu de dames, tout simplement, un grand classique du jeu de société, puisque vous allez pouvoir attraper des dés avec un autre dé en sautant par-dessus. D'accord. Hein, là, on connaît tous. Sauter par-dessus? Non, faire prendre des dés. Ensuite, vous allez placer ces dés sur votre plateau personnel, mais en haut. C'est-à-dire que pour l'instant... D'accord, on les garde en réserve. Vous les gardez en réserve. Dés, mais pour faire quoi, j'ai envie de dire? Attends, parce que sur chaque dé, il y a des symboles qui déclenchent des pouvoirs. Donc vous pouvez déclencher les pouvoirs des dés quand ils sont en haut de votre plateau personnel. Les divinités ont elles-mêmes des pouvoirs chacun. Donc un démarrage asymétrique. Voilà. Et donc vous pouvez déclencher tout ça. Et après, vous pouvez
baissez vos dés dans le monde des esprits, là où on fait vraiment du points. D'accord. Voilà, et bon, il y a deux manières de faire baisser vos dés dans le monde des esprits. Ok. Soit par symbole, si vous avez des dés avec le même symbole dessus, Donc collection de symboles. ou une collection de couleurs, couleurs. donc des dés de couleurs, mais pas Ok. forcément avec le même symbole C'est un dessus. croisement Voilà. de plein de genres. En fait. Exactement. Ok. Et évidemment, plus vous baissez des dés, plus vous baissez un grand nombre de dés en même temps dans le monde des esprits, plus ça vous rapporte 2 points. Si vous en baissez que 2, c'est 1 point, et si vous en baissez 5, Donc c'est il y a 5 un points. timing de savoir quand, parce Bah que c'est voilà. une course au point. Et c'est une course au point. Voilà. ça. Donc après, c'est un peu votre stratégie. Soit je descends plein de fois 2 dés pour faire un point, Ok. un point, soit je suis tranquille, je suis la force tranquille. Parce que le jeu s'arrête dès que quelqu'un arrive à tant de points, il a gagné. Exactement. Donc, Alors c'est ça vraiment- dépend du nombre de joueurs. Ok. Pour 2, c'est 18 points. Ok. Donc pour, c'est une course, d'où le truc de Exactement. est-ce que j'y vais 2 par 2, est-ce que j'y vais boum, Exactement. 5-5. Ok. Est-ce que je fais le pouvoir maintenant? Est-ce Ouais. que ça m'intéresse de prendre ce Ça a dé-là l'air parce cool. qu'en déclenchant ce pouvoir, ça va me permettre, etc., Ouais. etc. On connaît la musique, mais finalement, le jeu est efficace. Voilà. Il est efficace, il est beau, je trouve qu'il a un visuel original. Ouais, non, c'est cool. Et ça fonctionne bien. Et puis c'est Voilà. beau sur la Ça table. fonctionne bien et ça dure moins d'1 heure, ce qui est cool aussi. Et bah super. Et puis c'est déjà sorti. C'est en boutique. Très bien. Et ben en boutique aussi, on retrouve Dreamscape. Ah, Tu on connais passe du Dreamscape monde du vaudou au monde des rêves. Au monde des rêves. Moi, Au Dreamscape, monde des tu rêves. sais ce que ça me rappelle, Donc moi c'est Silex, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle un film des années 80 qui est moins connu que Retour à le futur, etc. C'est un D'accord. film avec Dennis Quaid. C'est l'ancêtre d'Inception de Christopher D'accord. Nolan. Tu l'as jamais vu? Non. C'est l'histoire de terroristes qui s'immiscent dans les rêves du président des États-Unis pour Ah oui. le tuer. Ah oui, c'est Et donc vraiment tu Inception. as des agents secrets qui s'immiscent dans les rêves du président américain pour le protéger. D'accord. Donc c'est une course un peu dans un monde onirique D'accord. de rêves, etc. Et bien justement, les rêves. Donc Silex nous offre un jeu où on va pouvoir se balader dans son rêve, dans Ah, son c'est beau. Dreamscape. Donc c'était un jeu qui était sur Kickstarter, qui a été fourni en magasin en même temps que les backers. Et je crois que ça marche plutôt bien. Voilà, donc on est en plein sommeil. Mhm. Le but on va se balader dans des zones de rêve pour récolter des fragments de rêve qu'on va pouvoir poser dans notre Dreamscape. C'est super beau, les illustrations sont vraiment magnifiques. Comment ça marche? Comment ça marche de manière simple? Je vais essayer. Donc déjà, on a 2 phases. On va une première phase de préparation du round. Il y a 6 rounds, donc ça va assez vite. Dans une seconde phase, on va se balader avec notre dormeur dans les 6 zones de songe. On va essayer de collecter le plus de fragments possible. Ces fragments sont de petits tokens colorés qu'on va pouvoir après mettre sur notre paysage. On va essayer d'optimiser nos déplacements pour baisser les coûts et on va pouvoir activer une zone, un pouvoir spécial dans chaque zone. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase de création. Donc là, on va la jouer simultanément, donc ça accélère aussi la partie. Et on va faire quoi? On va poser ces fragments sur notre Dreamscape, notre paysage onirique, comme je le disais, et on va essayer de réaliser des objectifs. Donc on a des petites cartes avec des manières de positionner les tokens de certaines couleurs, puisque le bleu sont des rivières, les verts sont des arbres que l'on va pouvoir faire pousser en défaussant des tokens verts. On va avoir des chemins avec le marron, des montagnes avec les gris, et on va essayer de balader notre rêveur. On va balader notre rêveur à l'intérieur de notre Dreamscape pour essayer de matcher les cartes objectifs. Tout simplement. Donc on va essayer d'en réaliser le plus possible. Bien sûr, il y en a qui, plus elles ont différents niveaux, plus elles sont à un niveau important, niveau 3, elles vont faire plus de points, mais elles sont plus compliquées à réaliser. Et là, ça fait des nœuds dans ta tête. Parce qu'il va falloir poser les bons fragments, en récolter le plus possible. Les pouvoirs spéciaux dont je parlais tout à l'heure, on les retrouve dans les zones des rêves. On pourra en activer une dans chaque zone de rêve pendant cette phase-là. Mais on va aussi pouvoir utiliser nos tokens, nos fragments de rêve pour les activer sur les cartes paysages. En bas à droite, là vous les voyez à l'image, on a ces mêmes pouvoirs qu'on retrouve sur les cartes. Et ces pouvoirs vont nous permettre de prendre de nouveaux fragments au hasard, mais aussi de pousser, de reprendre des fragments dans notre Dreamscape pour les reposer d'une manière différente, sachant qu'il y a des règles de pose, on ne peut pas les poser comme ça, mais elles sont plutôt simples à utiliser. Et puis, on va pouvoir pousser des montagnes, on a vraiment l'impression de créer comme ça un paysage, ça se transforme. C'est un jeu d'architecte. C'est un jeu d'architecte, exactement. À la fin de la partie, tu as ton paysage qui s'est créé, tu as fait plus ou moins de points, mais franchement, tu as créé quelque chose, tu as envie de prendre une photo de ton paysage. Tu l'as fait ? Mais grave. Grave. Non, mais bien sûr, mais tout le monde l'a fait. Enfin, nous autour de la table, tout le monde l'a fait, on est des psychopathes. Mais voilà, donc c'est vraiment, c'est agréable à jouer. Moi, je trouve que c'est assez peace. Ça fait des nœuds dans la tête parce que tu as envie de matcher, mais voilà, il y a de l'interaction puisque on va pouvoir se bloquer. Il y a même Monsieur Cauchemar, qui est la règle avancée, et là qui va bloquer des zones. On va pas pouvoir faire le pouvoir.
et qui va récolter, semer des fragments rouges, des fragments de cauchemar qu'on sera obligé de mettre dans notre Dreamscape et qui vont nous faire perdre des points. Ça va pourrir ton landscape, quoi. Voilà. Ton Dreamscape. Jusqu'au réveil, en espérant d'avoir fait de beaux rêves. Donc je conseille à tous les rêveurs, c'est vraiment un jeu très agréable à jouer. La courbe d'apprentissage, elle est importante, mais tout de suite on arrive à faire quelque chose et on a envie d'en faire plus et on peut se dire, voilà, mais si j'avais bougé comme ça, si j'avais fait ça, j'aurais pu faire plus de points, on a envie d'y revenir. Vraiment. Moi, j'ai très envie d'essayer ça. Ouais, et ben je te le ferai jouer. Voilà. Bon, on passe à la suite. Bon alors, pour la première fois dans So Many Boxes, on a un reportage. On va essayer d'en faire le plus possible, de nous aérer un petit peu, de sortir du studio. Ouais. Et c'est toi qui t'y es, quoi. Effectivement, pour ce premier reportage, je suis allé à la rencontre de l'association Accessi-Jeux. En janvier 2020, ils fêteront leur 5e anniversaire, 5 ans que Xavier Méran et ses acolytes, comme ils les appellent, ont fait le pari de rendre le jeu de société accessible aux déficients visuels. Et c'est un pari réussi. 170 jeux adaptés, une quarantaine de ludothèques et de cafés ludiques qui sont fournis, quasiment tous les éditeurs les connaissent maintenant, avec une vingtaine qui sont historiques, qui étaient là depuis le début, une boutique en ligne, une ludothèque et de plus en plus de membres de l'association. Alors comment on arrive à adapter des jeux? Eh bien justement, j'ai voulu aller à la rencontre de ceux qui les adaptent, donc direction la ludothèque de l'association, Paris 12e, un lundi soir, comme les autres. Ouais, j'arrive. En fait, je suis juste en train de galérer en découvert. Au départ, l'association elle est née de la réunion de 3 copains qui faisaient des soirées jeux. J'ai dit à mes potes, et au lieu de faire des gros repères avec des marqueurs sur les cartes, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions? Et du coup, on a créé l'association pour essayer de trouver ces solutions. Je suis service civique depuis 3 semaines maintenant. Et donc, voilà, arrête. 3 semaines que je suis là. Et du coup, je suis là pour 6 mois. Travailler au milieu de jeux de société pour le service civique et servir en aidant les personnes malvoyantes, par exemple, à pouvoir jouer. Je trouve ça vraiment cool. C'est ma première fois ici. Mais je suis bénévole depuis un bout de temps. Je suis bénévole chez Accessi-Jeux depuis 2 ans. Depuis 1 an. Il faut 3. Nikos, c'est pas juste un bénévole depuis 1 an ou 2, c'est un des piliers d'Accessi-Jeux maintenant. Hein? Rougis pas. Tu dois juste coller des stickers en haut à gauche pour indiquer le numéro. De 1 à 4, c'est des points, donc points 1, 2, 3 à 4. Pour 5, c'est un rond. Pour 10, c'est un carré. C'est super cool de voir qu'il y a des gens qui s'investissent pour l'association. De toute façon, moi, quand j'ai créé l'association avec mes 2 compères, on avait envie d'une aventure collective. C'est sympa de voir qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui s'investissent pour le projet et qui viennent assez régulièrement nous filer un coup de main. Là du coup je suis en train d'adapter un jeu qui s'appelle Time Bomb. C'est un jeu d'identité secrète, un peu comme le loup-garou. Et celui-là c'est principalement de venir mettre des autocollants pour permettre aux personnes déficientes visuelles de reconnaître la carte sans avoir besoin de la voir. Les jeux qu'on adapte, c'est souvent des jeux pour lesquels on a un coup de cœur. Après, donc du coup, nous on réfléchit tous ensemble à quelle est la meilleure méthode pour l'adapter. On pose les stickers, on pose les aimants s'il y a besoin de mettre des aimants, on découpe, on colle. Voilà, on fait vraiment des travaux manuels pendant une soirée. Donc le quarto, comment on fait? On met des aimants en dessous pour que les pièces ne tombent pas. Pour différencier les pièces, on a mis des élastiques sur les plus clairs et pas sur les noirs. Et en tout, tu penses que t'en as fait combien? Peut-être une dizaine. Ah non, plus. Plus, tu crois? Avec ce qu'on a fait pour les ludothèques parisiennes, il y avait déjà une dizaine de quartos, mais ça fait, t'en avais déjà adapté avant, donc je pense que tu as plus d'une vingtaine de quartos à ton actif. Si Xavier le dit. On adapte quand même pas mal de types de jeux différents. On se met pas forcément sur un jeu précis, mais on est à plusieurs à faire un seul jeu. Je saurais pas dire sur combien de jeux je mis la main à la pâte. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Nikos? J'essaye de voir pour créer une fiche, enfin des fiches d'adaptation générale pour les ludothèques qui nous commandent des stickers pour qu'ils puissent plus facilement adapter les jeux. C'est pour imprimer le braille sur les aides de jeu. Délai lié à la fin du fichier. Je sais pas ce que c'est. Paramètres. Et j'ai l'impression qu'on découvre toujours des nouveaux paramètres dans cette machine. Et tu avais déjà utilisé des machines comme ça avant? Non, c'est la première fois. J'ai appris durant mon service civique. Donc, moi, je suis ancienne service civique ici. Et j'ai appris le braille en même temps. Ensuite, il y a juste à coller les stickers ici. Ouais. Et elle est prête. C'est parti?
Non, alors ça c'est. C'est là. Ça, c'est imprimante. Ça c'est pas moi qui ai imprimé ça. Il est tout petit le QR code qui est sorti. Hein. Ouais. Tu as pris celui. Ah, merci beaucoup. Oui, il est petit, effectivement. Donc là je finis de l'aide de jeu. Hop. Voilà, du coup là elle est finie et j'ai plus qu'à la mettre dans la boîte. Là, j'ai vu que tu avais un aimant qui était décollé sur la pièce. Et une fois que le jeu est adapté, il y a le sticker en braille du jeu et le sticker Accessi Jeux, l'association qui l'a adapté. Alors ceux-là. Bon, bah ça donne envie, hein. Ah bah oui, C'est non, il y a du beau boulot, hein. Ah mais il y a vraiment une émulation. En fait, il y a une énergie qui se crée autour de Xavier et des autres. Enfin, il y a quelque chose qui se passe vraiment. Une fois qu'on est là, on est lancé, on a envie de continuer, on a envie de revenir. Et c'est vraiment ce qui se passe, puisque la plupart des bénévoles qu'on voit dans le sujet étaient soit certains sont là pour la première fois, comme on a vu, mais d'autres étaient déjà des services civiques avant. Les services civiques en général deviennent membres de l'association ou bénévoles par la suite. Et ça crée même des vocations, puisque une des services civiques que l'on voit dans le sujet va poursuivre son travail auprès des malvoyants en formant des chiens guides. D'accord. Voilà, donc elle a vraiment trouvé. Je pense qu'ils arrivent presque, peut-être pas par hasard, mais presque, et que ça leur apporte énormément. Et c'est vraiment, il y a une énergie. Moi, j'ai cette image qui me reste à chaque fois quand je suis parti le soir, et je suis désolé, j'avais rangé tout le matériel. Ils étaient tous autour de Xavier, il y avait un truc, ils partaient tous ensemble en groupe, et c'était vraiment trop mignon. Comme ça, dans l'obscurité, c'était, enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe, donc voilà. Et comment on peut s'impliquer justement si ça nous intéresse? Eh ben, c'est tous les lundis soirs, donc entre 17h et 21h à la ludothèque de l'association dans le 12e arrondissement, près de Cours-Saint-Émilion, pour ceux qui habitent Paris, et les autres, vous pouvez monter quand même. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien juste au-dessus pour voir l'interview de Xavier Méran, donc le président de l'association, dans son intégralité. Et puis je voudrais remercier quand même, parce qu'ils ont été vraiment sympas, tout ce petit monde. Alors je les remercie, un par un. Benoît, Alice, Anaïs, Fatimata, Sandrine, Quentin, Arnaud, Erwan, Jeanne, Elsa et Julie. Merci d'avoir participé et bravo pour ce que vous faites vraiment. Et nous on remercie Olivier Galliano d'avoir monté ton reportage. Merci Olivier. Et tout de suite, on retrouve notre invité, Alexis Anne. Et voilà, de retour sur le plateau avec Alexis Anne de Aurora Games. Eh oui, bonjour. Merci. Salut Alexis. Merci d'être là. Et tu es le deuxième Alexis que nous recevons. Les deux Mathieu la dernière fois, les deux Alexis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Oui, donc tu m'as dit, parce que le sujet que tu viens de voir, tu as travaillé avec Accessi Jeux alors? Ouais, je réalise des petites planches pour Maître Renard, pour permettre aux personnes qui ne voient pas de pouvoir vérifier la forme des pièces qu'ils ont pris. D'accord. C'est une petite pièce avec les trous en forme des Donc ils sont vraiment, tout le monde met la main. Bravo à tout le monde, vraiment c'est cool et bravo à eux. Mais on va parler de toi. Ouais. Hein? Ouais. Qui es-tu, Alexis? Question vague. Du coup, je me suis lancé dans l'édition il y a un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord, tu venais de quel milieu avant? Il y a eu un plan de départ dans la société où j'étais. Donc, pour synthétiser, pour résumer la chose, on m'a proposé de l'argent si je me barrais. Okay. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, il suffisait juste de trouver un autre travail. Et dans le milieu où j'étais, c'était plutôt plus facile que dans d'autres. Et puis, on m'a aussi, dans le plan de départ, il y avait aussi l'opportunité de partir avec un chèque assez conséquent si on crée une société. D'accord. Et comme j'avais déjà creusé la question de l'édition, parce que je connais des gens qui travaillent là-dedans et que j'en ai toujours été curieux, tu as saisi l'opportunité. Je me suis dit que c'était le bon moment pour tenter l'aventure. Et du coup, là, ça fait un peu plus de 2 ans que l'aventure est lancée. Et ça commence avec ça? Alors, Topiary. Alors, Topiary, c'est génial, vraiment. Moi j'adore, c'est Renegade qui le fait en anglais. Ouais. C'est toi qui l'as fait en français. Ouais. C'est vraiment, je vous invite à le tester. On va pas décrire la mécanique ici, mais voilà, ça a bien marché. Il te reste pas énormément de boîtes. C'est un petit jeu abstrait qui s'est bien vendu. Aujourd'hui, il me reste presque plus de boîtes. Donc là, c'était le début. Est-ce que ça permet de lancer la boîte, de faire de l'argent? Tu avais une somme de départ, mais du coup, comment ça s'est passé avec ce jeu? Ça s'est passé que... alors en fait, en vrai, j'avais un autre projet. Le premier projet que j'ai eu, c'est Edamame. Mais c'était un jeu extrêmement clivant de par ses graphismes. Et du coup, c'était un jeu en développement qui était déjà énormément abouti, mais qu'il fallait terminer. Donc, il fallait réaliser la boîte, il fallait écrire les règles, il fallait
écrire l'histoire qu'enrobait toute la mécanique. Et j'ai rendu le projet en disant que j'étais pas la bonne personne pour l'aboutir ou que j'étais pas encore prêt. Du coup, je l'ai rendu. Et du coup, il vient de sortir là, il y a pas très longtemps, où il va sortir incessamment sous peu chez Happy Baobab. D'accord, avec qui tu travailles. Ouais. D'accord, donc vous êtes resté en lien. Oui. Et c'est quoi la motivation pour devenir éditeur finalement? À part la motivation d'avoir des emmerdes. Alors, c'est quoi? Alors aujourd'hui, aujourd'hui, développer ce qu'on veut, c'est une certaine liberté. En fait, entreprendre m'intéressait. Et le domaine dans lequel j'ai le plus d'énergie, c'est le jeu. Parce que c'est un domaine qui me parle, que je trouve extrêmement riche et pour lequel j'ai aussi une certaine maîtrise. Ça fait très, je connais le sujet depuis longtemps et du coup c'est celui sur lequel je me sens le plus à l'aise. Aujourd'hui, après 2 ans d'édition et un peu de distribution, avec Crime Zoom qui va arriver, je pense que normalement je devrais pouvoir me payer. Par contre, si jamais je peux pas avec ce jeu-là, j'arrêterai l'édition. Je pense parce que je pense que c'est le bon projet pour le faire, qu'il y a tous les bons éléments pour, et que si j'arrive pas à le faire avec ça, en fait, j'arriverai pas à le faire avec un autre jeu. Ça va marcher dans cette petite pochette. Pour l'instant, cette petite pochette. Là, il y a de la bombe. Là, il y a de la bombe aussi. Tout le monde a adoré APEL. Tu l'as fait tester, j'ai vu. Tout le monde était dithyrambique. Vraiment, ils ont kiffé. On a eu de bons retours et du coup, la difficulté, c'est d'arriver à mettre en place une gamme. Du coup, donc c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête avec une scène, une grande image que les cartes composent. En 55 cartes, ça commence souvent par une scène de crime, mais c'est déjà pas le cas, par exemple, pour la 3e enquête. D'accord, très bien. Mais le principe, c'est d'enquêter librement, sans réelle contrainte. À partir de l'image, on va pouvoir retourner des cartes pour, si sur une carte, vous voyez, une carte postale et que vous voulez savoir ce que c'est, et que vous n'avez pas l'impression qu'il y ait vraiment d'autres éléments pertinents sur la carte, si vous la retournez, ça vous parlera peut-être de la carte postale. D'accord, c'est ça le zoom. Voilà. On va aller chercher et effectivement, on va en savoir, on fouille la scène. Peut-être que ce ne sera pas la carte postale, mais quelque chose que vous aviez moins vu, sans que ce soit caché. Le but, c'est pas que ce soit on vous a eu, vous n'aviez pas vu. Mais la carte postale, elle nous donne un indice, mais on arrive, il y a un trou de balle dans le mur, en fait, finalement. Par exemple. Et du coup, d'enquêter librement jusqu'à ce qu'on trouve le coupable, un peu comme du Sherlock Holmes Détective Conseil, mais en beaucoup plus familial, beaucoup plus accessible. En 1 heure, 55 cartes. Et du coup, quand vous retournez une carte, ça pourra vous ouvrir des pistes et du coup, vous allez chercher dans le paquet les pistes que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de le faire quand elles sont révélées. Et puis c'est vous qui... vous avez tel élément, la carte postale, ça vous dit que a priori, il est parti en vacances, je ne sais pas où. Ça vous semble pas pertinent pour l'enquête, vous allez ailleurs et puis vous retombez sur un courrier qui reparle du même lieu et puis peut-être que là, ça devient pertinent. Donc la qualité dont on avait parlé, c'était que c'était l'écriture. Donc rappelle-moi le nom de l'auteur. Donc c'est Stéphane Anctil qui a beaucoup travaillé dans le jeu d'enquête, qui a écrit pour du Sherlock Holmes Détective Conseil. Et pour Chronicle of Crimes, il a fait Noir. Et il a fait l'extension Noire pour Chronicle of Crime, qui a eu un très bel accueil. Joué, 10 sur 10 par The Dice Tower. Et du coup, en travaillant ensemble, au fur et à mesure, on a abouti à ça. Donc. Mais ça va marcher. Crime Zoom, on fera tester la démo ici. On testera la démo en janvier, normalement. Et il sortira quand ? Alors, il sortira pour Cannes. La première enquête sortira pour Cannes, un petit peu avant. Okay. La deuxième enquête sera prête en termes de fichiers de production à peu près au même moment. Mais du coup, avec les délais de production, si on l'a lancée aussitôt qu'on peut le faire, elle arriverait pour... fin mars, début avril. Mais après, la problématique, c'est est-ce qu'on étale les sorties ou est-ce qu'on les regroupe par vague ? A priori, de regrouper par vague, c'est en tout cas ce qui se fait de plus. Les undo, il y en a eu 3 d'un coup, et s'ils en sortent, a priori, ils n'en sortiront pas une tous les 2 mois. Du coup, on se pose la question de savoir en termes de planning, est-ce que on sort quand même la deuxième rapidement pour que les gens rapidement se disent oui, c'est une gamme, ils en ont déjà fait une deuxième. Ils sont présents tout le temps.
ou est-ce qu'on attend la deuxième vague pour dire bah non, mais on va tous les sortir d'un coup, et du coup bah, il y en aura 3 de plus, soit à Paris Ludique, soit ça dépend soit pour de la comment rentrée. c'est reçu et du distributeur. Et puis oui, du travail avec le distributeur, parce que bah, je sais par exemple qu'à Cannes, on va rencontrer tous les... déjà on va revoir toutes les boutiques qu'on avait déjà vues à Vichy, mais on en verra d'autres qu'on n'a pas vues, et puis on reverra celles qu'on a vues. Dans la pure stratégie d'entreprise. Ouais, bah oui, bah après c'est très... et du coup, il y a aussi toute la partie GSS, où bah, je sais que j'aurai grande surface spécialisée, donc j'aurai à rencontrer les acheteurs de tes meilleurs amis. Donc la FNAC, Cultura, ce genre... Potentiel 3, je crois. Il n'y a pas une règle comme ça, là? Ouais, mais on n'est pas à la télévision. Et alors, t'en as plein d'autres, là, parce que là, il y a tout ça encore. Nous, on va parler de Funbomb à la fin, puisqu'on le présentera dans une autre vidéo. Non, moi, j'adore la boîte des slips, là. Ouais. Et parce qu'on en avait parlé avec Alexis Allard. Oui, bah c'est un jeu de Alexis Allard. Bah voilà, c'est ça. Ça me disait quelque chose. Il nous avait parlé de slip à la fin de son interview. Un jeu avec des slips. Ouais, non, slip à la base, c'était un peu une blague. Alexis s'est donné le défi de faire un jeu sur ce thème-là. Bon, toi, tu m'aurais dit que c'était un truc super sérieux. Oui, mais en fait, là où moi j'ai été séduit, en fait, c'est que c'est un jeu qui marche. Et en fait, en vrai, c'est vachement plus difficile de travailler un jeu comme Slip qu'un jeu comme Funbomb. Funbomb, c'est extrêmement simple. On utilise le principe d'une bombe pour mettre la pression. Il y a une application mobile avec du temps. Donc du coup, on est sur des schémas hyper classiques. Oui. Les gens, ils ont l'habitude, hop, il y a le compteur, il y a les tic, 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 ça met la pression, c'est facile et ça parle aux gens. Quand vous dites aux gens, ouais, on va rigoler avec des slips, les gens ils font, non mais en fait, en vrai, j'ai plus 10 ans et t'as pas un jeu sérieux. Et en fait, le jeu marche vraiment. Alors, tu as Crime Zoom, mais tu as aussi Crime Hotel. Ouais, donc même Crime, mais pas du tout la même mécanique. D'accord. Donc là, c'est une localisation d'un jeu donc chez Happy Baobab. Mais c'est de l'enquête quand même. Alors, c'est pas de l'enquête, c'est de la déduction. Ah. C'est un meurtre a été commis et le coupable s'est caché dans une chambre de l'hôtel. D'accord. Et en fait, sur une mécanique de jeu de pli, alors c'est particulier parce que quand on prend ce jeu de pli, on est plutôt sur la belote, le paro. En fait, on est sur un jeu de pli où on ne va pas marquer de points, enfin où les plis ne rapportent pas de points. Les plis on va avoir une place dans le pli, soit je vais être le pro, celui qui a mis la plus grande carte, la plus petite carte, etc. Et en fonction de ça, il faut sortir le petit tapis. Oui, mais je le sors. Et en fonction de ça, en fait, on va soit venir faire une accusation sur le plateau en disant, par exemple, si je me place sur la là, je pense que le coupable s'est réfugié au 2e étage. Si je viens me mettre en face d'une colonne, je pense que le numéro de sa chambre se termine par 4. Et à la fin de la manche, selon les bonnes accusations, on remportera des points. Mais le petit twist, c'est qu'il y a un petit plateau à côté, le poste de police, les joueurs qui ont mis la plus grande et la plus petite carte vont venir faire une accusation sur le plateau, mais les autres vont venir utiliser des pouvoirs au poste de police, donc ils vont appeler les renforts, et ça leur permettra de déplacer une accusation qu'ils ont déjà faite, d'échanger des cartes, de regarder les cartes de l'adversaire. Si la carte est plus haute, on va pouvoir se placer, faire une déduction, sinon on va pouvoir utiliser un pouvoir spécial. C'est ça. Et du coup, c'est assez simple. On est sur du thème de Cluedo, donc ça parle aux gens. On est sur le pays, ça Corée. Ah, c'est Corée. C'est la Corée. Super, donc que tu as connu en travaillant sur. Edamame. Ils ont récupéré Edamame. Ouais. Et ensuite, on a Polar Rescue Bear. Alors, Rescue Polar Rescue Bear. Polar Rescue Bear, c'est un Rescue Polar Bears. Qui porte bien son nom, puisqu'il faut sauver les ours polaires. Mais c'est triste. Oui, mais non. Mais si, mais regarde la maman avec le petit là. Oui, non, l'illustration ça me déprime, je suis désolé. Du coup, c'est un jeu complètement coopératif. J'en ai entendu du bien aussi, pareil. J'ai vu des gens y jouer, ils ont kiffé, et c'est vraiment complexe. Alors, c'est accessible, il y a quoi faire. En fait, il y a 4 actions de base. Et en fait, chaque joueur dirige un bateau à son tour. Okay. Donc sur un plateau hexagonal où il y a des tuiles qui représentent de la glace, sur la glace il y a des petits oursons. Et en fait, le but, ça va être de récolter des jetons de données scientifiques pour pouvoir alerter les gouvernements sur le réchauffement climatique. Sauf que la contrainte forte, c'est que la glace fond et que du coup, les ours peuvent tomber à l'eau et du coup pourraient se noyer. Tu vas faire pleurer. Et en fait, Rescue Polar Bear, c'est pas l'objectif du jeu, c'est la contrainte forte du jeu. En fait, si un ours se noie, la partie est perdue pour tout le monde. Et du coup, on va être obligé à la fois d'aller chercher des jetons un petit peu qui apparaissent aléatoirement sur le plateau
et de s'occuper de ces ours qui sont sur une banquise. De toute façon, on ne dit pas que c'est rigolo, bien sûr. On dit que c'est bien, mais c'est un thème qui est très fort du coup quand tu joues. Enfin, tu peux pas ne pas être concerné par le thème quand tu joues. Et du coup, c'est vrai que ça te donne encore plus envie. Quand il y en a un qui tombe dans l'eau, il meurt. Donc tu as encore plus envie d'y arriver finalement. Du coup, il y a 6 jetons hélicoptères qui permettent de récupérer les premiers oursons qui vont tomber à l'eau. D'accord. Et par contre, du coup, dès qu'on n'a plus d'hélicoptère, on n'a plus de marge de manœuvre. Et la grosse mécanique du jeu, c'est quoi? Alors la mécanique du jeu, c'est que à chaque tour, chaque joueur, si je montre un petit peu, chaque joueur va diriger un bateau. Chaque bateau est différent, donc on a un plateau de joueurs, puisque chaque bateau a des caractéristiques différentes. Certains se déplacent plus vite, certains vont pouvoir stocker plus d'oursons sur eux. Les actions, c'est juste se déplacer, récupérer des oursons, les ramener à la base, récupérer de jetons de données scientifiques et briser la glace, parce que des fois on va avoir besoin de se faire un passage. Voilà, et on a le droit à 3 jetons d'action par tour, donc on va choisir parmi les 4 actions disponibles. Okay. Et puis après, en fait, il y a la population d'ours qui va évoluer, donc ils peuvent se reproduire, ils peuvent grandir. Et après, il y a la température qui augmente, et quand la température augmente, du coup, il y a des tuiles de glace qui vont fondre au fur et à mesure, et c'est ce qui va mettre la pression. Le petit côté très très sympathique du jeu, c'est que c'est une pression qui n'est pas linéaire. Souvent dans les jeux coopératifs, la pression s'accélère et plus ça va, pire c'est. Et là, il y a forcément cette pression, mais en fait, du fait du tirage aléatoire des tuiles qui vont fondre, en fait, c'est toujours en zigzag. Et en fait, du coup, la pression monte, mais en fait, des fois, on a des gros creux, on se dit, ah ça va, c'est super facile. Et puis ça remonte d'un coup, et voilà. Bon. Et puis Phone Bomb. Et Phone Bomb. En fait, on en parle rapidement puisqu'on va vous le présenter dans la vidéo suivante. En plus, tu nous as fait un cadeau apparemment. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir, regardez. On va savoir, on va découvrir en direct. Du coup, Phone Bomb, en fait, c'est un jeu que j'ai signé avant Topiary. Donc c'est un jeu qui a mis un peu plus de 2 ans à sortir. De David Sicurel, qui a fait pas mal de jeux. Chronicle of Crimes déjà. Il a fait un jeu aussi avec Safari photo. Selfie Safari, c'est rigolo, il y a une bonne ambiance sur ce jeu-là. Qui est sorti cette année, j'aurais dit il y a 6 mois, chez Cocktail Game. Et du coup, Phone Bomb. Et du coup, voilà, donc 2 ans et demi de développement. C'était le premier jeu que je prenais vraiment de A à Z. Donc j'ai beaucoup. C'est un beau format. Il y a une appli, ça se joue avec une application. Oui, ça joue avec une application mobile. Est-ce que c'est de plus en plus le cas sur les jeux de société? Est-ce que c'est une vraie tendance? Ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de... c'est encore quelque chose que les joueurs n'aiment pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même... En fait, c'est accepté. Parce que, le premier à avoir marqué les esprits, c'est Unlock. Aujourd'hui, il n'y a personne qui dit « Non, je ne joue pas à Unlock, il y a une application mobile, ça me saoule. » Les gens, ils y jouent. De toute manière, Phone Bomb, on va y jouer maintenant. Il y a le lien dessous, dans la description de cette vidéo, vous cliquez et vous avez la partie. C'est quoi? Viens, on le met là. Et voilà. Voilà, comme ça, il peut y aller. Et on se voit plus tard. Merci Alexis. Mais merci à vous. Aurora Games, on vous invite à voir la vidéo. Et puis, merci d'avoir regardé. Merci, ce So Many Boxes numéro 3. Ouais. C'était cool. À très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.